Milieu de Saint-Martin-de-la-Crau. C'est ça. Et on a Jean-Luc. On va se mettre à l'ombre. Si on est venu là, tant qu'à faire, on se met à l'ombre. Tant qu'on n'est pas à l'ombre trop longtemps, pas des mois à l'ombre, c'est très bien. Et donc Jean-Luc, vous avez remué dans les brancards et réussi sur votre territoire à mettre en difficulté le maire qui ne consultait pas assez ses administrés sur le PLU, le plan local d'urbanisme. Tout à fait. Et donc nous avons d'énormes hangars. Alors je vais vous montrer les hangars. Là vous avez le hangar qui a été construit en pleine plaine de la Crau, pas très loin de Fos-sur-Mer, entre Arles et Fos-sur-Mer. Et donc les containers chinois dégueulent du container, les porte-containers dégueulent du container qui vient de Chine. Et donc là vous avez un entrepôt de Decathlon, je crois. Castorama. Plus loin là-bas on a un entrepôt de... Là-bas, ça doit être du Cato Natier, je pense. Logipress, Cato Natier. Et puis derrière, on a de l'Amazon, le petit commerçant du coin. Le petit commerçant Amazon. Voilà. Comment il s'appelle déjà le grand patron d'Amazon? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Voilà, on a du monde. Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait exprès de trouver un nom pareil? Bezos. Bezos. Il nous baise. Il baise les commerçants. Jeff, donc vous allez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez réussi en fait à un peu le cheminement de ce que vous avez fait donc avec votre association, comment vous êtes pris pour arriver donc à annuler les permis de construire, à faire normalement prochainement détruire des entrepôts selon les permis de construire qui n'ont pas été respectés, etc. Expliquez-nous un petit peu la démarche synthétiquement en quelques minutes. D'accord, ok. Donc rapidement, ça vous l'avez compris, on est ici dans la Crau, la plaine de la Crau, qui est une zone de biodiversité unique, exceptionnelle en Europe. C'est quasiment la dernière steppe aride d'Europe, avec une richesse faunistique et floristique très importante. Il se trouve que sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, il y a quelques années, les décideurs politiques ont décidé d'en faire une des plus grandes plateformes logistiques du sud de la France, et ils y sont quasiment arrivés, puisqu'on a aujourd'hui ici quasiment 1 million de mètres carrés d'entrepôts. L'affaire a commencé il y a une dizaine d'années avec un plan local d'urbanisme qui a été imposé à la population sans une véritable concertation. Et donc on a monté une association qui existe toujours, qui s'appelle Agir pour la Crau. Et nous avons attaqué ce plan local d'urbanisme et l'avons fait tomber une première fois pour non-concertation de la population. Donc on est très fiers parce que c'est non seulement une décision légale, mais aussi un acte de revanche démocratique. Voilà, quand on ne s'adresse pas à la population, les tribunaux le disent et ça c'est très bien. Ensuite, la municipalité a fait appel, ils ont obtenu la remise en l'état du plan local d'urbanisme, sauf sur un site ici, dans la zone d'activité du Bois de Leuze, qu'on appelle le pôle logistique numéro 15, site sur lequel on voit tous ces entrepôts. Donc cette zone a une importance écologique forte, c'est une trame verte et bleue, c'est un corridor écologique, et donc le tribunal administratif a considéré que cette zone ne devait pas continuer à être urbanisée. Donc nous avons, pour l'instant, nous sommes aujourd'hui au niveau du plan local d'urbanisme dans une logique de révision. La municipalité considère que, étant donné qu'il y a des entrepôts maintenant, la zone n'a plus d'importance écologique forte. Ce n'est pas le cas. Donc on a attaqué la révision en début d'année 2020. Et par ailleurs, on a mené de nombreux combats juridiques, on en a remporté de nombreux. On a obtenu une annulation du permis de construire dans l'entrepôt et 2 annulations. C'est des entrepôts qui font une trentaine d'hectares généralement, donc c'est très gros. 300 000 m². Voilà. Donc un permis de construire annulé, 2 autorisations d'exploiter qui ont été annulées sur des entrepôts, Castorama et Logipress. Donc la justice nous donne raison, et là où on est vraiment fatigué, et là où vraiment on s'adresse à la population et aux décideurs, c'est que malgré ces permis de construire et ces autorisations annulées, il y a encore des enquêtes publiques qui redémarrent. Il y a une qui s'ouvre là à partir du 24 août, et on n'en peut plus. Et on n'en peut plus parce que les permis sont représentés à chaque fois, les décideurs politiques valident encore les décisions, et on a peut-être obligé de repartir dans une enquête publique avec des frais judiciaires lourds et importants, avec une population qui se mobilise, et ça c'est plus acceptable. Donc on n'en peut plus, vraiment on n'en peut plus. Et donc pour faire annuler un permis de construire, vous avez dépensé environ 20 000 € en avocat. Aujourd'hui, voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près 20 000 € sur le plan local d'urbanisme au niveau des avocats.
sachant que notre association, nous avons refusé toute subvention publique pour pouvoir être libre et pour pouvoir garder notre parole et le choix de nos mots et de nos façons d'attaquer. Donc c'est 20 000 € pour une petite association qui a une centaine de membres, c'est très lourd. Donc il faut aller... Que des cotisations? Que des cotisations de particuliers, des dons de particuliers qui, ailleurs en France, connaissent l'accro et connaissent sa réserve qui est protégée et donc militent quelque part par des dons. Voilà. Mais là on repart dans une enquête, on n'en peut plus de ces camions, on n'en peut plus de cet air pollué, on n'en peut plus de cette biodiversité qui est magique et qui n'est pas préservée. Le Covid n'a eu aucun effet sur les décisions des hommes politiques, puisque aujourd'hui, les autorisations vont sûrement, encore une nouvelle fois, être acceptées avec des arrêtés préfectoraux de dérogation d'habitat et d'espèces protégées. Est-ce que vous soupçonnez éventuellement le maire d'être comment on peut dire, d'avoir des petits avantages, des intérêts? Je ne sais pas, ça. Sous l'influence, on dit. Oh, j'aime pas me censurer. Est-ce qu'il est corrompu? Je ne sais pas. J'ai pas d'éléments pour le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les précédents maires, parce que ce sont des choix politiques qui ont lieu il y a plusieurs années. 10 ans, ça fait seulement voilà. 10-15 ans là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas de vision stratégique à long terme dans une logique de protection de l'environnement et de l'avenir de nos enfants. Ça, c'est certain qu'ils ne l'ont pas. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie très court-termiste qui est dangereuse, parce qu'avec des entrepôts comme ça, on fait venir des produits du monde entier qui atterrissent dans des grandes surfaces et qui tuent le reste de petits commerces qui existent. C'est une décision dangereuse sur le plan de la santé, parce qu'il y a des milliers de camions, il y a la pollution de l'air, les particules fines, et les gens respirent cette merde tous les jours. Et puis une fois de plus, en termes de biodiversité, c'est une catastrophe écologique. Qu'est-ce que je veux dire? Ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va revenir. Oui, donc vous touchez comme c'est immense, la mairie touche donc la taxe professionnelle qui n'existe plus. Alors quel bénéfice a les administrés éventuellement par rapport à ce million de mètres carrés construits? Vous devez toucher comme c'est plus la taxe, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est l'IFI? Enfin non, c'est pas l'IFI. C'est la taxe, la TFE, c'est l'ancienne taxe professionnelle. Ouais. C'est pas la commune qui la touche, puisque c'est la communauté d'agglo, puisqu'aujourd'hui le développement économique est régi par les communautés d'agglo. Combien vous avez dans l'agglo? Combien de il y a donc c'est la CCM, de mémoire, il y a 7-8 communes. Ça c'est une petite agglo. C'est une petite agglo. C'est une Comcom ou c'est une agglo? Communauté d'agglo. Communauté d'agglo, Arles, Cros, Camargue, Montagnette. Ça fait combien d'habitants à peu près tout ça? Je sais pas, peut-être un peu plus de 100 000. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. 100 000 habitants, d'accord. 100 000, ouais. Ok. Peut-être un peu plus. Donc ça bénéficie, ce qu'ils payent ici en taxes bénéficie à 100 000 habitants, c'est ce que les maires voient. Mais ça c'est le côté pile. Oui, le côté pile, il y a des retombées économiques. Le côté pile, le côté face, c'est côté néfaste. Voilà, le côté néfaste, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que on aimerait bien, c'est une question importante, on aimerait bien faire un jour, ou en tout cas que cabinet d'études objectif fasse une étude globale finalement de ce que ça nous coûte et de ce que ça nous rapporte. Ça, ce serait vachement intéressant, parce qu'on nous parle d'emploi, on nous parle de richesse économique, et quand on prend en compte les externalités, il faut savoir qu'aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est la deuxième cause de mortalité en France après le tabac, avant l'alcool. Donc si on prend en compte les externalités, c'est-à-dire les emplois qui ont disparu dans les petits commerces. Il faut savoir qu'un emploi créé en grande surface, c'est 2,2 emplois qui disparaissent dans un petit commerce. Si on prend en compte la pollution de l'air, si on prend en compte la perte de la biodiversité, je ne suis vraiment pas certain que le bilan soit positif. Donc on peut faire des choix de développement économique, mais celui-ci, dans une logique de spécialisation, monospécialisation d'entrepôts, il n'est pas bon du tout. C'est le problème de tout le monde pense, tous les politiques pensent sur le pouvoir d'achat, entre guillemets, acheter moins cher, mais on voit qu'on est dans un cercle vicieux, on achète moins cher depuis la Chine, on pollue avec les bateaux, on pollue avec les camions qui amènent jusque là,
on tue les commerçants, les petits commerces. Certes, on gagne un peu d'argent parce que moi j'achète, je reconnais, j'ai acheté mes homards gonflables à 15 €. Si on les faisait fabriquer en France, à mon avis, ce serait à 50 €. On n'aurait pas le même marché. Mais à un moment donné, il faut arriver à mettre le haut là et savoir qu'est-ce qu'on importe et qu'est-ce qu'on veut. Donc c'est pas tout ou rien non plus, mais il faut arriver à trouver le bon équilibre. Et là, on est trop parti dans l'importation à outrance. Avec des gros cargos, c'est pour ça que vous étiez idéalement placé à la Fosse-sur-Mer. Vous êtes assez combien? C'est 20 km? Ouais, le port de Force-Marseille, ouais, c'est 20-30 km, ouais, c'est à côté. Donc ça vient donc de Chine, il passe par le détroit par le canal de Suez. Donc bon, je connais parce qu'en plus dans ma boîte j'importe des choses de Chine, donc je connais comment ça se passe. Je regarde passer les bateaux, je regarde où arrive le container. Donc même moi en tant que chef d'entreprise, je me dis et si on payait des droits de douane, moi je sais qu'on a commencé à hésiter, on relocalise en France parce qu'on avait commencé avec un petit chaudronnier. Moi je travaille, c'est mon frangin qui fait ça, c'est dans des casiers connectés, c'est des armoires métalliques. Donc l'armoire métallique, on l'a fait faire en France au début, puis après on s'est un peu frité avec le fournisseur qui n'était pas très sympathique, et puis on l'a fait faire en Chine. La qualité était moindre, et puis on se disait mais ça coûte rien, le transport coûte rien. Donc déjà il faut taxer le transport au niveau mondial, il faut arriver à faire taxer le transport sur le fuel, quand on sait que ce qu'on pollue. Alors c'est vrai que la mer absorbe énormément, c'est vrai que la mer absorbe. Donc, mais le fuel n'est pas du tout taxé pour le transport maritime. Moi je pense qu'il faut doubler ou même tripler le coût du transport maritime en mettant des taxes, en faisant payer quand ils arrivent au port, les brancher sur des grosses centrales, notre électricité nationale, et qu'ils arrêtent de tourner les turbines des moteurs à diesel. C'est ça le problème à Marseille, c'est hyper pollué le port de Marseille. Avec les bateaux de croisière aussi. Ça va coûter de l'argent, et bien on va augmenter les frais de transport, il faut remettre des taxes, des droits de douane sur ce genre de produits. Et moi je sais qu'à un moment donné on s'est dit, si on payait le double ou le triple du transport, c'est juste une histoire, nous grosso modo c'est on apporte un conteneur, il nous coûte environ 15-20 000 €. On n'a que 1 500 € de transport. Mais on s'est dit, si on a 3 ou 4 000 €, ce que ça vaut vraiment, si on avait 4 000 € de transport, et si on avait donc avec les droits de douane, etc., on aurait relocalisé en France pour pas grand chose. Donc vous voyez, on passe de 1 500 à 4 000, et si on mettait 4 000 donc, de droits de douane et de frais de transport supplémentaires, on aurait relocalisé en France. Parce que pour finir, la différence n'est pas énorme, elle est de 20% à peu près avec la Chine, 30% sur certains produits. Et donc, avec pas grand-chose, on peut relocaliser. Et c'est là où l'Union européenne est très faible. Elle est dans la lignée de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec donc certaines importations de n'importe où du monde entier, sans regarder les conditions de travail. Là, on est en train de voir que en Chine, justement, alors c'est pas mes fournisseurs, parce que je sais où ils sont, les fournisseurs, on allait voir les usines. Mais on commence à nous dire que les téléphones, là j'ai un iPhone dans les mains, que même les iPhones seraient peut-être fabriqués par des Ouïghours. C'est une population donc de l'ouest de la Chine, musulmane, qui est complètement donc incarcérée. C'est comme les camps de concentration en Allemagne. Il y a vraiment un problème de respect de l'humain, et la Chine ne respecte pas du tout cette population ouïghour. Et visiblement, ils seraient en train de travailler dans des usines en Chine pour fabriquer des composants des téléphones. On a également des terres rares en Afrique qui sont exploitées, qui ne sont pas payées. On a des gamins. Là, dans nos mains, on a des terres rares qui sont ramassées à main nue par des gamins en Afrique, transformées en Chine. Donc oui, en France, ça coûte plus cher, mais il y a un respect de l'humain. Et c'est pour ça que moi, je milite pour l'Organisation mondiale du commerce équitable. C'est-à-dire que l'OMC arrête de regarder pour réduire au maximum les droits de douane et fasse en fait des droits de douane en fonction justement du respect humain et environnemental. Et donc on arrête et on voit la dépendance trop importante maintenant qu'on a de la Chine, il faut relocaliser. Et avec pas grand chose, on peut relocaliser. Ça va grignoter un peu nos marges. Je suis chef d'entreprise, j'étais moi prêt à réduire un petit peu la marge. Déjà on n'a pas beaucoup, mais si on arrive à redresser toute la barre, c'est-à-dire que nous on a des problèmes aussi avec des banquiers. On n'arrive pas à obtenir des prêts bancaires. Ils demandent des informations longues comme le bras. On a toujours un pet de travers qui ne va pas, qui au final du montage du dossier, ils ne vont pas vouloir financer, etc. Donc on n'arrive pas à se financer. Donc forcément on est obligé ensuite d'augmenter nos marges, parce qu'on s'autofinance. Nous, les petits, on se fait matraquer en permanence. Et les gros, eux, c'est open bar. C'est-à-dire qu'ils font de la merde,
ils ont un budget de communication, 70% de la communication, ils arrivent à vendre leur merde. Pour les petits, nous, on achète du chinois, puisqu'on est sur les prix les plus bas possibles. Il faut arriver à rééquilibrer tout ça, et donc il faut arriver à réajuster. Pour réajuster, il faut avoir du commerce équitable. Je ne vais pas dans le sens du commerce équitable, comme on voit, c'est plus que 2% à peu près du commerce actuel. Non, c'est carrément l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, doit changer et devenir l'Organisation mondiale du commerce équitable, c'est-à-dire les droits de douane. Ce n'est pas de dire on baisse les droits de douane pour tout le monde dans tous les sens, on baisse les droits de douane que pour ceux qui respectent, les pays qui respectent vraiment les conditions humaines et environnementales. C'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose. Donc gagner, vous demandez l'article 700 du code de procédure, je ne sais plus lequel, et donc normalement vous devez être remboursé de tous vos frais d'avocat. Et là ils vous remboursent que 500 € sur les 20 000. Voilà, 500 maximum, on est arrivé à 1000, mais on n'obtient jamais la quasi-totalité des frais couverts. Et puis en plus, vous n'avez même pas, là vous avez oui, et puis en plus 5%. C'est du bénévolat, donc c'est des gens qui prennent sur leur temps, sur leur week-end, sur leurs loisirs, etc. Donc l'engagement personnel, il est monstrueux, et le retour financier, c'est vraiment un sacerdoce. Donc si les politiques, si les élus pouvaient décider une bonne fois pour toutes, au moins sur ce territoire, de poser, comme l'a demandé la ministre de l'écologie, un moratoire à la création d'entrepôts et de zones d'activité, franchement ça nous laisserait le temps un peu de respirer et puis d'avoir une cohérence globale, parce que ce qu'on n'a pas dit, on parle de Saint-Martin-de-Croix, mais la problématique elle est globale, elle est nationale, parce que les bateaux qui arrivent du port, ils repartent en camion, ils passent devant chez vous, hein, sous vos fenêtres, donc ils vous polluent autant, ils tuent vos petits commerces autant. Donc ici on est à l'intérieur de l'œil du cyclone, hein, mais la problématique elle est nationale, elle est mondiale. Donc ce qui se passe ici c'est juste en laboratoire, et donc il faut que l'État réfléchisse vraiment, d'abord à imposer un moratoire aux zones d'activité, à l'implantation de zones d'activité et d'entrepôts. 2, qu'il arrête d'autoriser des permis de construire comme ça et des autorisations d'exploiter à chaque maire qui veut faire sa petite zone d'activité. Et 2, qu'on réfléchisse enfin à des modes de transport alternatifs, le ferroutage, le fluvial, qui peuvent nous éviter d'avoir des camions sur les routes. Et ça, on l'attend depuis des années.